Il y avait cette idée de, on était dans un canapé, on regardait des films, on était un peu bourrés, on rigolait, on s'est dit bon, si ça peut faire rire d'autres gens, pourquoi pas. Avant de réaliser Chroma, vous diffusiez Crost, une émission sur le jeu vidéo, au cinéma, Ouais. notamment sur les adaptations que vous jugez plutôt mauvaises dans la globalité. Ouais. Mais qu'est-ce qu'au juste une bonne adaptation en fait? Qui comprend ce média, je dirais. Ouais. En fait, c'est compliqué parce que j'ai pas de point de, si tu veux, de repère à te dire bah celui-là, mais j'en ai pas vraiment. J'ai des trucs que je trouve sympathiques. En fait, c'est compliqué parce que moi, c'est compliqué parce que si tu fais un film qui est vraiment une bonne adaptation d'une œuvre, tu vas te mettre à dos les gens qui sont fans du jeu aussi. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui ont le courage de le faire vraiment, ou ils le font mais n'importe comment. Bon, ça c'est autre chose. J'ai Marine Le Pen qui me regarde. Mais ouais, en fait, c'est... Si tu veux, tu peux pas être... Étant donné que... Le gros problème des adaptations de jeux vidéo au cinéma, il est pas si compliqué que ça en vrai. Enfin, je pense. Après, c'est mon opinion sur le truc. Je pense que c'est simplement que les gens qui adaptent les jeux ont pas la sensation... Faut être joueur, en fait. Je vais prendre un exemple qui va résumer l'argument que je vais te développer. C'est Resident Evil, et je trouve ça super parlant. Resident Evil, quand tu regardes le film, c'est un film d'action qui est très aérien, tu vois. Avec t'as Mila Jovovich qui saute dans tous les sens, elle fait des backflips, elle tire sur des chiens. Mais, en gros, si tu joues au jeu vidéo Resident Evil, l'habillage graphique du jeu peut faire penser à ça. C'est-à-dire que t'es quand même des militaires, il y a une invasion de zombies, et il y a effectivement des chiens qui sautent et tu dois leur tirer dessus. Mais... Pour autant, c'est un contresens de faire un film, de faire de Resident Evil, le jeu, un film aérien et spectaculaire. Parce que quand tu joues au jeu, t'as la manette en main, tu ressens une espèce de lourdeur du personnage, mais qui est fondamentale quand tu joues à Resident Evil. Alors Resident Evil, certes tu joues un militaire, t'as un arsenal et il y a des trucs que tu dois tuer, pour autant quand il joue, tu galères à te déplacer. Il y a une rigidité dans le gameplay que tu peux pas comprendre si tu te contentes de regarder en fait ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Et en fait, une bonne adaptation, ça consisterait à retranscrire ça. Et Est-ce que c'est pas un problème aussi qui est inhérent au cinéma occidental? Par exemple, vous avez longtemps cité Old Boy ou Takeshi Miike qui ont tous été vachement inspirés par le jeu vidéo. Oui, mais eux, ils font pas de l'adaptation de jeux vidéo. Ils piquent à gauche, à droite. Et encore, à quel degré, tu vois? Parce que moi, Old Boy, certes, t'as le travelling latéral, où tu peux tout à fait considérer que c'est une suite des beat'em up, mais c'est peut-être pas, en fait. Moi, je discutais avec Moïsakis, qui est du coup un journaliste de cinéma, et je lui disais, moi, je suis persuadé que Fincher est fan de jeux vidéo. Et je lui citais le plan de Zodiac. Et si tu veux, dans Zodiac, t'as ce plan qui, moi, m'évoque immédiatement tout un imaginaire de jeux vidéo, et à commencer par GTA, t'as le plan du taxi avec le plan zénital où t'as la caméra qui suit pendant très longtemps la bagnole se balader comme ça. Et pour moi, c'est un truc de genre. En plus, je sais que Fincher, il vient de ILM, enfin, il bossait en FX avant, il était demo maker même à l'époque, je crois. Et donc, c'est un mec des ordi, quoi. Et donc, dans ma tête, c'est ça. Et Moïsakis, ce qu'il me disait, c'est lui, il pense que Fincher, c'est pas spécialement un fan de jeux vidéo. Il pense que c'est juste un réalisateur qui a été très longtemps à la recherche du plan parfait, et que maintenant, il a les moyens de le faire, donc il le fait. Donc à quel degré est-ce que ces mecs-là s'inspirent ou pas vraiment, je peux juste en faire des suppositions. Après je suis persuadé, dans ma tête, c'est comme ça que je raisonne, peut-être que si un jour je rencontre le réal de Park Chan-wook, il me dira non c'est pas du tout ça, moi je suis persuadé qu'il a imaginé un truc autour du beat'em up quand il a filmé cette scène-là. Bon. Et eux ont pas du tout de différence, c'est-à-dire quand tu fais un film sur Resident Evil, en fait ça devrait ressembler à un Romero, parce que c'est Romero qui inspire la latence et la rigidité du jeu au départ. Et il a réalisé d'ailleurs la pub de Resident Evil 2, pour les petits trucs. Vous tous avez travaillé pour le cinéma ou la télévision, et donc quels avantages y a-t-il à être sur internet? Plein. La liberté déjà. Ouais, on fait ce qu'on veut. Tout ce que tu vois dans Chroma, en fait, de A à Z, c'est nous qui avons tout fait. On a de l'écriture jusqu'au mixage. Donc on est vraiment libre, quoi. Moi je fais toute l'image, tu vois, enfin pas au tournage je veux dire, mais toute la post-prod image je fais tout. Mais je prends vraiment le truc de dire ça prend plus de temps, je m'en fous, je fais tout quoi. Le moindre habillage que tu vois dans mes émissions ou quoi, même les vignettes que tu as sur Dailymotion, je les fais. Ça te permet ça en fait, une indépendance. On peut prendre notre temps aussi sur certains trucs. Des fois, ouais, on n'a pas de deadline, tu vois, là on se fait pas pousser au cul, là on a pris un retard fou sur les derniers épisodes. Mais qui normalement, si on avait un patron, on serait viré, tu vois, par exemple. Mais là, on n'en a pas. Donc on a le droit de dire plus tard. C'est relax. Mais du coup, c'est libre de droit, il faut faire des
Non, c'est des questions effroyablement compliquées. Effroyablement compliquées. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de législation sur Internet, c'est très compliqué. On est dans un flou. On est dans un flou total. Donc la police peut arriver d'un certain autre, nous sortir. Absolument. Tout à fait. On peut nous sortir de cet hôtel. Mais on est en parallèle en train d'essayer de régler ces questions. On règle, c'est mais des questions c'est qu'on se pose super long et beaucoup super compliqué. En fait, si on avait attendu d'avoir les droits, ça sortait dans 3 ans, quoi. Donc, pour la musique, c'est plus facile que pour l'image. Ouais. Mais l'image, en fait, chaque extrait, et nous, on utilise des tonnes. Mais c'est aussi pour l'instant, il y a un flou juridique sur Internet et on l'utilise. Ça pas vraiment. Ça concerne beaucoup de monde, il y en a plein qui le font. Tout le monde. Non mais tout le monde. Il y a en vrai même les institutions de l'État français, quand elles parlent de cinéma sur Internet, elles grillent les droits d'auteur. C'est en partie pour ça que vous pouvez aller sur Dailymotion quand vous êtes passé sur le programme. Ouais. Non, c'est pas pas que parce que aussi Dailymotion, c'est parce qu'on a des potes enfin on avait du coup qui est parti. Mais vous n'avez pas été aidé par Dailymotion Si, financièrement, ouais, bien sûr. Ouais, c'était pas 2000 €. Non, c'était c'était 26 000 balles. Ouais, il participait aussi au crowdfunding en fait. C'est ça. Ah oui, je sais plus comment ça marchait, mais non, c'est quand on atteignait une certaine somme, il donnait un peu plus. Ouais, jusqu'à s'il y a un fil conducteur dans le Chroma, je sais pas s'il y en a un, moi je pense que c'est la façon dont une volonté initiale d'un scénariste, d'un réalisateur peut être dénaturée à la fois par la censure, des difficultés de production, même la réception et le public. Vous avez parlé par exemple dans Silent Night, Deadly Night, comment un public, des associations peuvent faire interdire un film. Ouais. Et donc, est-ce que je me trompe ou... Il y a ça, mais il y a plein de fils rouges en fait dans l'émission en vrai. Il y a un peu de ça, mais c'est pas le seul truc. Il y a aussi un truc sur la répétition. Tu vois qu'il y a plein de running gags aussi, mais le thème de la répétition est important. Si tu regardes bien, on a fait beaucoup de suites, de remakes, de trucs qui ont été repris. Quand on fait Silent Night Deadly Night, on parle de la suite de Silent Night Deadly Night. Quand on fait, tu vois, on fait beaucoup ça en fait. Et tout le délire repose sur l'idée des pseudonymes. Et l'idée en fait, c'est ça, tu vois, c'est la copie, le fait que le cinéma se répète constamment. Dans ce qui fait, il y a plein de fils rouges. Mais oui, ça participe à ça. Et le film de ce soir, justement, des choses à dire, c'était un beau spécimen pour vous? Ah, c'est vraiment cool. C'est un film très intéressant. Vous le connaissiez? Très intéressant. Alors moi, la chose étrange, c'est que je le connais parce que j'ai lu des choses sur ce film dans un livre et je sais plus lequel c'est. Voilà. Donc je suis dans cette situation-là de putain, j'aimerais bien retrouver ce livre si ça dit quelque chose à quelqu'un. Fondu au noir, c'est le film qu'on passe. Il y a un bouquin d'un auteur français, je pense, qui date d'il y a pas très longtemps, donc c'est les années 2000 ou 2010. J'hésite, je sais pas, c'est peut-être Laurent Julier, c'est peut-être Éric Dufour. Je pense que c'est un de ces deux-là parce que j'ai lu plein de livres d'eux en même temps. Mais il y a un livre qui parle de ce film-là et qui dit des choses très intéressantes que j'ai aussi oubliées. Mais je me souviens à un moment, je me dis ah tiens, c'est intriguant comme concept. En fait, le film est intéressant pour l'idée de base du film, qui est vraiment cool. Qui est que je sais pas si vous connaissez du coup Fondu au noir, l'idée. J'ai préféré pas. D'accord. Alors, le concept. Mais non, de toute façon, ça c'est pas l'idée du truc, c'est pas rien du tout. L'idée c'est que c'est un slasher, entre guillemets, parce que c'est pas encore dans le gros boom des slashers, c'est en 1980, donc c'est au tout début, juste 2 ans après Halloween. Mais du coup, l'idée c'est que c'est un slasher, mais le tueur est un cinéphile. Donc il adore le cinéma, il est obsédé par le cinéma, c'est un peu ça qui le rend, enfin pas vraiment, mais bon, il y a un truc où il est obsessionnel sur le cinéma, et donc il a l'impression d'être constamment dans un film. Il rencontre une nana, elle s'appelle Marilyn, elle est actrice, elle lui fait penser à Marilyn Monroe, donc... Parce qu'elle lui ressemble complètement. Parce qu'elle lui ressemble beaucoup, évidemment. C'est complètement Marilyn. Oui, mais il imagine physiquement Marilyn, tu sais, tu vois les images, quoi. Et puis d'autres trucs, quoi, et il tue en s'inspirant des films dont il est fan. Donc ça c'est un peu drôle. Après, il y a quelques défauts dans le film, mais je trouve ça assez cool. Le réalisateur est pas très connu en plus, Vernon Zimmerman. C'est le seul film connu. Mais j'ai jamais vu, j'ai vu aucun. Je crois qu'il était script doctor. Les deux autres ils sont rouges sur Wikipédia. Ouais, c'est le genre de film, c'est compliqué d'avoir des nouvelles. Ah oui, ils sont pas très connus. Celui-là il a fait un bid à sa sortie, il a pas du tout marché. Par contre, il a eu un nouveau souffle en vidéo et il a été primé quand même dans quelques festivals. Et je crois, faut vérifier, mais je crois que c'est ce qu'on se disait, il a eu le prix de la critique à Avoriaz, je crois. Mais c'est un film qui transpire la cinéphilie, il y a quand même plein d'idées de mise en scène. Moi j'aimerais beaucoup voir un remake de ce film avec du budget en 2017. Ouais. Vous de le faire, non? Non, il y a d'autres trucs à faire. Moi je vais adapter Ubik. C'est un mec qui se lance dans des trucs super ambitieux. Mais non, sinon c'est très sympathique et... Il y a une très belle... Il y a Mickey Rourke, déjà jeune, ça c'est sympa. Son deuxième rôle. sa première tête. En beau gosse. Il joue un peu le mec un peu beau gosse. Et il y a, j'oublie tout le temps son nom, mais l'acteur principal, je sais pas si tu l'as reconnu. C'est le mec de Hit, enfin de ça quoi. C'est celui qui est qui est asthmatique. Tout à fait, c'est le petit asthmatique dans ça. Bien sûr. Et il joue aussi dans le Django.
Il y a dans Bande à 4 de Peter Yates aussi, qui a eu l'Oscar du meilleur scénario. Ouais, parce que j'ai vu ça tout à l'heure. D'accord. Mais c'est cool, ouais, non, très bon film, très content de le faire découvrir. Et puis en France, c'est complètement inconnu, c'est pas sorti en DVD en France, c'est pas sorti en Blu-ray nulle part dans le monde, c'est sorti en DVD aux États-Unis et en Australie. Mais il n'y a pas de. Voilà, c'est un petit film qui mérite d'être regardé comme stylé, c'est-à-dire un slasher intéressant qui arrive à comprendre un petit peu son médium, qui s'amuse avec le truc parce qu'il y a littéralement des images d'autres films dans le film. Et ça crée d'ailleurs des moments très surprenants où tu vas avoir Dracula à côté de Marilyn Monroe, enfin des trucs vraiment de folie visuelle, moi je trouve qu'il est vraiment cool ce film. Cinéma en salle ou sur Netflix? Du cinéma tout court. Bon, moi j'en ai rien à foutre. Franchement, moi je trouve ça pareil. Après c'est peut-être générationnel, mais. Ouais, moi j'ai une grosse télé quoi. C'est genre j'ai vraiment une grosse télé. Gilles il a une énorme télé quoi. Non mais surtout on a découvert le cinéma avec les VHS, avec la télé quoi si tu veux. Donc pour moi moi j'adore voir des films en salle, mais j'adore le regarder chez moi sur ma télévision. C'est cool aussi quoi. Parce que du coup, il y a la polémique. Ah, évidemment, ouais. Oui, moi franchement, je te dis, je pense que c'est vraiment un truc générationnel. Pour moi, il n'y a aucune différence. Le cinéma, à part la façon de le diffuser, ça fait pas sa particularité. Quoi. Tout à fait. Après, il y a une différence quand même de réception du film quand tu vois sur un grand écran sur un petit. Non, ce qu'on a appris en étalonnage, par exemple, à l'époque où je bossais en étalonnage avec Yob, il y avait un grand écran, donc genre 5 mètres de base, quoi, et à côté on avait un cinétal, donc un écran plus petit, quand même hors de prix. C'est halluciné quand on a appris le prix de cet écran. C'est 20 000 balles, tu sais, mais genre quoi 20 000, c'est un écran. Enfin bon, mais il est calibré, il est très propre par contre, ça te donne une image superbe. Et du coup, le truc c'est que tu vois bien du coup la différence entre le petit écran et le grand écran quand tu es en train de toucher la couleur des images, et en fait tu la touches pas pareil selon ce que tu regardes. Il faut faire un truc un peu équilibré du coup, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui consomment le cinéma sur des écrans plus petits. T'as quelque chose de beaucoup plus graphique quand l'image est petite. Alors que quand c'est sur un grand écran, t'as des zones de couleurs en fait. Et c'est vraiment, ça se traite un peu différemment. Donc je pense que le ressenti est pas le même exactement. Mais ceci étant, c'est fou que, tu vois, Bong Joon-ho, évidemment Évidemment qu'il va à Cannes. Évidemment qu'il va à Cannes parce que c'est Bong Joon-ho et puis déjà il t'emmerde et puis il est plus fort que toi, Almodovar. J'ai envie de lui dire. J'aime bien Almodovar, mais bon bref. Mais voilà. Mais par contre, il y a des trucs politiques, il y a des politiques de Netflix que je découvre un peu et que je trouve pas cool. Des trucs que fait Netflix sur les droits des films, sur comment tu les passes après en festival, etc. qui sont pas cool. Voilà. Mais en soi, non, c'est pas parce que le film, c'est bizarre que les films soient pas primés parce qu'ils ont un mode de diffusion différent. Ça n'a pas grand sens, c'est un peu un truc de vieux. Et justement, autre chose, qu'apporte la critique vidéo sur la critique papier, autant dans la forme que dans le fond? Ah bah plein de choses, parce que tu peux, là, nous on fait n'importe quoi, on fait une fiction à côté quand on fait une espèce de construire des fils rouges fictionnels dans des trucs que tu peux pas vraiment faire à l'écrit. Si tu peux, mais ce serait chiant. Ce serait bizarre surtout. Ce serait chelou, ouais, ce serait chelou à lire. Non mais tu vois, je pense, le nouvel Hollywood ou Sex Mensonge Hollywood, c'est écrit un peu comme un peu roman parfois. Mais t'as pas les extraits de films quoi. Ouais. C'est pas genre ils commencent à te décrire le film. Puis, oui. Ça aurait pas de sens. Et puis évidemment t'as la possibilité de montrer des images de ce dont tu parles, ce qui est un immense avantage. Ce qui a manqué à la critique de films, parce que je pense que genre des textes de Rivette, tu les lis en regardant ce dont ils parlent, tu fais mais il raconte n'importe quoi. Tu vois, c'est-à-dire tu peux pas lire de l'abjection en montrant le plan de capot et te rendre pas compte que c'est pas du tout ce qu'il raconte en fait. Donc ça a permis de tricher. Mais après c'est pas le même truc, ils voyaient les films une fois en salle, c'est pas une critique, c'était une autre façon de parler de films. Moi c'est facile de dire ça, les films je les regarde 20 fois, tu vois, donc bon. Mais je les ai sous la main quand je monte mon épisode, donc tu vois, je sais quelle image veut dire quoi, etc. Mais c'est vrai que ça permet de montrer en fait simplement les images dont tu parles, et quand tu parles de cinéma, c'est bien de montrer les images dont tu parles. Je pense que c'est même assez essentiel. Là, je pourrais même pas te... Enfin, c'est évident que c'est vachement mieux, quoi. C'est juste... parler d'un truc, tu peux raconter une scène tant que tu veux, tu peux jamais communiquer vraiment ce qu'est l'image en mouvement comme tu la vois, quoi. T'as jamais essayé de même d'écrire un plan. Et essaie de décrire un plan précisément. Tu décris un plan, et il y a autant de visions de ce plan qui existent dans la tête de chacune des personnes qui l'ont vu, que tu vois, c'est pas possible. À moins de tu peux passer 1h30, mais même pas, tu vois. Tu passes 2 heures à dire, bon, le papier peint il est un peu satiné, tu vois, essaye de décrire, juste tu fais ça et essaye de décrire ce que tu vois. Le nombre de détails dans une image de cinéma, c'est spectaculaire. Donc si tu les montres pas, ça devient tout de suite très abstrait. Après, il y a des magnifiques textes sur le cinéma, c'est pas le problème, mais c'est vachement plus simple et vachement plus communicatif.
Et ça se passe comment l'écriture d'Incroyable? Vous commencez par la fiction et ensuite vous passez à la critique Non. Ou vous faites les deux en même temps? Bah, la fiction, elle est plus ou moins pensée déjà depuis un moment, hein. On sait à peu près où ça va quand même. Le truc, après, c'est surtout chacun des épisodes repose un peu sur une idée en fait. Vague, hein, et puis on fait énormément de détours et on fait des trucs où on va ailleurs, on raconte des trucs rien à voir. J'ai perdu un mot, c'est pour ça que des digressions, merci. Mais en soi, au départ, ça part d'une idée et on se dit comment on peut illustrer au mieux cette idée sur le cinéma. Et quel film correspondrait à ça, et qu'est-ce qu'on dirait du coup sur le film, parce que pareil, en fait, les films, tu peux leur faire dire à peu près ce que tu veux, mais il y a des films où c'est plus pertinent que d'autres, donc c'est comme ça qu'on essaie de les choisir. Et voilà, et c'est pour ça que ça nous permet de pas être complètement exhaustif quand on traite un film, tu vois, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dit sur les films dont on parle. Mais c'est pas grave, parce que ce qu'on a dit, c'est ce qui était important pour nous, pour notre propos sur l'épisode, tu vois. Ça permet de laisser, il y a plein d'interprétations autres que les nôtres que tu peux faire d'un film, ça c'est cool. Chacun votre film préféré? C'est vous, monsieur. Hot Shot. Ouais. C'est un film d'auteur. Il était une fois en Amérique. Tout le monde, les gens vont pas comprendre. Moi c'est Les Affranchis. Je le dis, Les Affranchis, je le dis régulièrement. J'adore Jurassic Park. Oui. Non, c'est pas son film préféré, Jurassic Non, Park. c'est pas mon film. Mais par contre, Mais si j'adore. tu l'as vu C'est vachement peut-être plus. celui que j'ai le plus vu Voilà, dans ma vie. ouais. Ça a été une obsession dans mon enfance. J'ai beaucoup vu Jurassic Park. Et les Affranchis, c'est ça? Ouais. Votre réplique de Van Damme favorite? Enfin, tous. Tu veux que je te l'imprime? Moi c'est tu veux que je te l'imprime. Mais faut le contexte sinon tu comprends pas. Mais c'est tu veux que je te l'imprime.